a besoin d'un silence parfait pour débuter cette session avec Laetitia et Chantal, donc, qui sont psychologues à ressources depuis des années. Laetitia depuis 20 ans et Chantal depuis une dizaine d'années. Voilà. Donc, asseyez-vous, mais sans bruit, s'il vous plaît. On va lancer une musique. Bon, Letty, la culpabilité en oncologie, c'est un vaste sujet, ça. Ouais. Peut-être même un peu casse-gueule, hein. Ouais, c'est douloureux, c'est encombrant, la culpabilité quand même. On va parler de quoi, du coup? De la culpabilité. On va parler de quoi, du coup? De la culpabilité, des comportements de santé qu'on n'a pas eu ou qu'on a eu avant le diagnostic, genre j'ai fumé, j'ai picolé, j'ai stressé, j'ai mangé sucré. Ouais, des comportements de santé qu'on n'a toujours pas, qu'on n'arrive pas à mettre en place, même après le diagnostic, même après avoir été au courant des bonnes pratiques, par exemple. Ah oui, genre j'aime toujours le camembert et je suis toujours pas yogi. Ouais, alors que tu ferais mieux de faire du sport 4 fois par semaine. Ouais. On pourrait aussi parler de la culpabilité de se sentir un mauvais patient. Trop impatient. Pas cool pour les soignants, ça. Ou celui qui est mauvais patient car il ne tolère pas le traitement qui est censé l'aider, qui doit en changer. Ouais. Puis il y a le patient trop patient, qui n'est pas assez impliqué. Voilà. Puis on pourrait parler de la culpabilité envers la famille. Oui, le conjoint qu'on délaisse, pour qui on devient un poids. Les enfants, pour qui on a moins de temps de qualité, qui nous épuisent et qui nous voient affaiblis. Les parents, qu'on inquiète trop. Ouais. Mais on pourrait aussi parler de la culpabilité de la famille, du coup. Oui, de la famille. Donc, du coup, on reprend le conjoint, par exemple. Le conjoint qui n'aide pas assez, qui ne comprend pas tout. Des enfants qui sont très en colère ou alors qui disent rien du tout. Et des parents qui sont plus trop jeunes, qui manquent d'énergie, qui culpabilisent. Ouais. La culpabilité du survivant. Moi, je suis en rémission alors que mon ami est parti. Ouais. Tu sais, on pourrait même parler de la culpabilité des soignants. Alors là... Ah oui, non, mais là, regarde, on est à 7, là. C'est bon. Enfin, ça fait beaucoup. Ouais. Si on pourrait faire le truc de base des psys, là. C'est quoi, ça? C'est-à-dire quoi? C'est quoi? Tu sais, le truc qui fait croire que les psys n'ont absolument que vocabulaire. Ah oui, pas de vocabulaire. Du genre, qu'est-ce que vous entendez par là? Culpabilité? Ça, oui, ça. On essaye? Ouais. Allez, on essaie. Donc, par exemple, est-ce que je peux dire, je me sens coupable à propos de l'incendie de Notre-Dame? Non. Non, pourquoi? Il faut qu'il y ait un lien entre la situation et toi. Ah, ok. Est-ce que je peux dire, je me sens coupable du succès de ma fille au bac de philo? Ah ben non. Pourquoi? Parce que le lien, il faut que ce soit préjudiciable. Il faut qu'il y ait une perte. Il faudrait que le lien soit une faute. Et même d'un point de vue légal, il faut que tu aies été en capacité d'agir. Que tu aies été informé, par exemple. Ah oui, d'accord. Donc ça voudrait dire qu'un parent ne peut pas être reconnu coupable d'avoir empoisonné son bébé avec les phtalates contenus dans le biberon qu'il lui donnait parce qu'il ignorait. Voilà, par exemple. Ou alors, une personne souffrant de paraplégie ne va pas être reconnue coupable de ne pas personnellement porter secours à quelqu'un qui est en train de se noyer. Voilà. C'est ça. Ouais. Okay. Est-ce que c'est la peine de le dire? Parce que c'est un peu évident, ça, quand même. Bah, tu sais, pas tant que ça, en fait. Parce que d'un point de vue psy, on peut tout à fait culpabiliser pour quelque chose sur laquelle on n'a pas du tout la main. En fait, c'est pas un problème. Hein. Si? C'est pas faux. Voilà. C'est pas faux. C'est même pour ça qu'en psychologie, on parle plus de sentiment de culpabilité que de culpabilité. Ouais, ok. Je pense que là, on a besoin peut-être de définir. Hein. On va définir ce que c'est. Et on va partir de là. Bon, alors maintenant, là, il faut s'accrocher parce que les concepts psy, on ne sait jamais comment les prendre, hein, en fait. Donc, la culpabilité est un sentiment social, éprouvé face à une situation interprétée comme porteuse de préjudice, et dans laquelle
la personne qui éprouve ce sentiment se sent investie de la capacité de réparer ce préjudice, ou en tout cas de ne pas reproduire la situation préjudiciable. D'accord ? Alors, sentiment, état interne, on est d'accord, c'est un état interne qui est plutôt désagréable, en l'occurrence ici, et qui nous réclame une action pour rétablir un état interne plus agréable. Par exemple, réparer, présenter ses excuses, ce genre de choses. Et on a accroché social à sentiment, parce que la culpabilité, elle est liée à la capacité à voir les autres et à en tenir compte. Cette capacité de décentration narcissique, elle est propre à chacun, mais elle peut quand même être favorisée, être stimulée. Ou pas. Tu vois, c'est à la fois quelque chose d'interne et d'externe, et quelque chose de perso et de social. Oui. La capacité à ressentir de la culpabilité, c'est quand même une marque de notre humanité. La personne qui fait du mal à quelqu'un d'autre mais qui n'en ressent pas de remords, on le traite de monstre ou de psychopathe. On lui enlève le titre d'humain. C'est donc un sentiment social qui nous pousse à faire mieux. Donc jusque-là, il n'y a pas vraiment de mal. C'est même très utile, très nécessaire à la socialisation. Oui, c'est un sentiment social, socialement accepté, socialement acceptable. Voilà. C'est ça ? C'est ça. Et c'est à cet endroit-là, justement, que la culpabilité peut prendre des galons indus. Vous allez trouver plein de tutos qui vont vous expliquer comment vous guérir, voire éradiquer la culpabilité, en niant totalement sa valeur sociétale. Et ces tutos décrivent très très bien les affres de la culpabilité, mais en fait, ils parlent d'une culpabilité un peu énoncée, une culpabilité comme ça qui se revendique, qui est une sorte de faire-valoir. Oui, regardez, je m'occupe plus des autres que de moi-même. Une sorte de « Ah, mais moi, je suis la championne de la culpabilité. » Ah bah non, la culpabilité, c'est pas mignon, hein. C'est pas mignon. C'est ça. C'est-à-dire que même si c'est socialement acceptable, même si c'est utile, souhaitable, ça n'est pas une vertu, la culpabilité. Donc vous avez bien compris, on ne va pas vous parler de celle-là. La culpabilité, là, le sentiment, état interne désagréable, c'est quelque chose qu'on éprouve quand on perçoit un écart entre ce qu'on fait, dit ou tait, et nos valeurs profondes, comme dans la colère. La culpabilité, c'est une sorte de colère tournée vers soi. Le problème avec les valeurs, c'est que c'est fondamentalement idéaliste. Les idéaux, c'est beau, mais c'est tyrannique. Les valeurs, elles ont une sorte de fantasme de toute puissance. Je vais vous expliquer. Depuis l'enfance, nous avons des représentations de nous-mêmes. Depuis tout petit, quand on est tout petit, on se voit premier, première de la course à pied, champion, championne de la course cycliste. On se veut pompier, chanteur, prince, princesse. On veut répondre toutes les bonnes réponses à toutes les questions de la maîtresse. On veut gagner à tous les jeux. Renoncer, échouer n'est même pas envisageable. Donc, ces représentations de nous, elles nous veulent beaux, intelligents, forts. Ça paraît naïf, mais c'est très utile. Parce que le bébé que nous avons été, s'il avait douté de pouvoir marcher, il n'aurait pas toléré les 2000 fois où il est tombé. 2000 fois ? Eh oui, il paraît que c'est la moyenne. Pouh. Donc, ces représentations de nous beaux, forts, intelligents, infaillibles, résistants, et puis petit à petit, à force de ne pas être premier à toutes les courses, à force de ne pas répondre bien à tous les contrôles, et aussi à force d'encouragement, nous finissons par développer d'autres représentations, des idées un peu plus nuancées. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on peut participer à une course sans envisager de la gagner. Juste pour le plaisir d'être ensemble, pour le goût de l'effort, sans médaille. On finit même par préférer perdre un jeu à la loyale que de le gagner en trichant. Vous voyez, on a construit petit à petit des valeurs, des idéaux. Mais quand arrive la maladie et les traitements, ça met face à des réalités qui ne collent pas bien avec nos idéaux. C'est pas facile d'être forte quand on a une anémie. C'est pas facile d'être beau avec des boutons sur le visage. Et c'est pas facile d'avoir un discours de winner quand on a peur. C'est pas facile d'être drôle si on a mal. Donc voilà, ce que je voudrais vraiment, vraiment
vous faire percevoir, là, dans tout ce que je dis, c'est le dilemme entre puissance et impuissance. C'est-à-dire que ce qui nous fait si mal, c'est que nous portons sur nous des jugements basés sur des représentations idéalisées de nos forces physiques, sur des représentations idéalisées de nos forces mentales. L'estime de soi est atteinte, très atteinte même quelquefois, mais c'est parce qu'en même temps, elle a une sorte de trop bonne image de nous. Nous nous sentons nuls parce que nous ne sommes pas parfaits. C'est un peu... En fait, le sentiment de valeur est vraiment atteint, et pourtant, il y a une sorte de prétention, quoi. Enfin, oui, ça, on a compris, là. D'accord, ça j'arrête. Non, on a compris. Donc, point suivant. En venant toucher à nos valeurs, le sentiment de culpabilité opère une sorte de glissement qui fait que, plutôt que de parler de nos actes, de ce qu'on fait, de ce qu'on dit ou de ce qu'on ne dit pas, eh bien, il vient parler de nous. Ce sentiment de culpabilité, il devient de la honte. Et est-ce que l'on parle de la honte? Pas vraiment. Non. Donc vous voyez que le sentiment de culpabilité, quand il se transforme en honte, quand il devient envahissant, en fait, il devient de plus en plus muet. Et en devenant muet, il peut s'étaler. Il ne doit plus faire face à des confrontations extérieures, à des idées différentes. Et petit à petit, du coup, isolé dans ce monde mental tyrannique, qui n'a plus besoin de personne pour fonctionner. Ou dysfonctionner. Oui, plutôt pour dysfonctionner d'ailleurs. Et du coup, nous sommes ainsi jetés aux humiliations d'un juge qui nous veut très très fort et aux humiliations d'un juge qui nous veut d'une moralité irréprochable. Oui, ça tu reprends encore le... Ça, je pense qu'on a compris. Ouais. Donc, dans ce truc-là, toute l'énergie se perd ainsi en pensée et en cogitation. Trop occupée à se juger, trop occupée à se faire des reproches, notre conscience n'a plus assez d'énergie pour agir et elle n'a plus assez d'estime d'elle-même pour penser qu'elle en est capable. Ajoutons à cela des grands moments de faiblesse et une idée de « c'est trop tard, c'est avant d'être malade que j'aurais dû faire tout ça ». Eh bien... Ouais. Impuissance, isolement, immobilisme, qu'est-ce qu'on fait avec ça, hein? Ça pleure bon un peu l'impasse, là, non? Hein? Ouais. Ouais, on est mal embarqué là. Mal embarqué. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une idée. On va appeler quelqu'un. T'as une idée? Oui, j'ai mon téléphone. C'est bien ça. Attends. Allô, Boris? T'as entendu ce qu'on a raconté là? Oui, on est un peu coincé. T'as une piste de résilience pour nous? Ok. T'es sûr qu'on parle de ça? Bon, je sais pas si ça va passer, ça. T'es sûr? Bon, ok. Bon. Il a dit avancer en responsabilité. Ah ouais. Ah mais c'est vrai, je sais pas si ça va passer crème, ça. Hein. C'est Boris, quoi. Ça va pas être facile hein, pour quelqu'un qui culpabilise comme ça, qui se fait des reproches, qui voit ses fautes en face, de s'entendre dire par son psy qu'il prend pas ses responsabilités. Ça va être bien. Oui. Bon, alors on va essayer de revenir peut-être à la deuxième partie de la définition là, de culpabilité, tu sais, qui nous pousse à faire mieux, à entamer des actions réparatrices. On veut parler de l'immobilisme, du sentiment d'impuissance qui nous empêche de passer à l'action. Donc, pour faire face à l'impuissance, on essaye de faire la distinction entre ce qui est de notre fait et ce qui est de notre faute. Si nous, notre famille, on est confronté au cancer, c'est de notre fait, mais ce n'est pas de notre faute. Même si on a picolé, fumé, stressé, loin de dire que les comportements n'ont pas d'impact chez nous, hein, mais aucun de nous ne peut choisir vraiment de quel côté des stats on va se trouver, en fait. Pour faire face à l'immobilisme, faisons quelque chose. Même la moitié d'un chemin parfait, ce sera mieux que de pas du tout pouvoir mettre le pied devant l'autre, un pied devant l'autre. Alors si on est ici aujourd'hui, c'est qu'on partage l'idée de Jean-Loup Mouisset, l'idée qu'il n'y a pas qu'un chemin, il n'y a pas qu'un sens à envisager, il y a tant de chemins pour retrouver la santé, pour retrouver la responsabilité dont on vient de parler.
Tiens, d'ailleurs, tu me connais, moi et mon anglais, tout ça. Ouais. Eh ben, en anglais, c'est intéressant parce que responsibility, si on le divise en deux, vous avez response, ability. D'accord? Vous me suivez? C'est donc l'habileté, la capacité à répondre. D'accord? La capacité à répondre. C'est intéressant quand même. Donc, je vais vous passer les origines latines, tout ça. On va rester sur l'anglais. Donc, c'est seulement à partir du XVIIe siècle que c'est devenu rendre des comptes, être responsable. Being accountable, disent les anglophones. Donc, être responsable, devenant celui qui se fait taper sur les doigts, en fait. Tu vois, ça a évolué. Mais au départ, c'était pas ça. Hein. Au départ, c'était pas ça. Donc, on s'aperçoit que la nouvelle définition, ça maintient dans l'immobilisme, alors que l'objectif, c'est de passer à l'action. Alors, bien, on repart avec cette fameuse résilience. Il y a des choses à dire avec la résilience. Alors, on parle de résilience dans plusieurs contextes, pour des individus traumatisés, pour une société fragilisée, même résilience économique pour une économie en berne. C'est un mot curieux qui est venu conquérir tous nos espaces qu'ils soient intimes ou qu'ils soient collectifs. La résilience, ce serait donc cette étape, une espèce de poste-frontière pour justement en continuer. La résilience, c'est comme si c'était la résistance au malgré. Je vous explique. Malgré le cancer, je me lance dans cette aventure professionnelle. Malgré le cancer, je m'autorise à me sentir belle. Malgré le cancer, je dis oui à une nouvelle relation amoureuse. Ou j'ose me lancer un défi sportif. À quoi ça sert? Ça sert à donner sens à la souffrance. Ça permet de plus vivre dans le malheur, tu vois. Elle permet de se reconstruire, cette résilience. Et la recherche nous montre qu'il y a des facteurs de résilience. Il y a des facteurs individuels et puis il y a des facteurs au niveau collectif. Facteurs individuels, c'est la résolution de problèmes, l'autonomie, l'empathie, l'altruisme. Et au niveau collectif, on s'en doute que c'est montrer son affection, c'est la solidarité, la diversité des ressources sociales. Alors, ça serait comme la résilience, ça serait comme super pouvoir, hein, un super pouvoir qu'on aurait à l'intérieur de nous. Mais on voit bien que la résilience, elle ne peut pas être pensée isolément. Elle ne peut émerger que dans un espace qui la permet ou alors qui la favorise. Il s'agit d'admettre qu'on ne rebondit jamais seul. On rebondit parce que l'entourage nous sert de trampoline, parce que l'affect, la solidarité, l'entraide sont présents. Bien que, bien sûr, l'altérité est nécessaire, mais elle peut faire défaut. Ouais. T'as pas peur que ça fasse un peu une sorte d'injonction, quoi? Allez, les traitements sont finis, maintenant la vie reprend comme avant? Ah oui, il faut faire attention. Mais tu vois, la souffrance, ça demeure la souffrance. C'est pour ça, c'est pourquoi elle mobilise notre courage, en fait. C'est parce que le choc a eu lieu et qu'on en reconnaît la difficulté qu'on peut décider de faire autrement. Ça passe par cette reconnaissance. C'est parce qu'on a affronté, c'est parce qu'on a analysé, c'est parce qu'on a pleuré, qu'on trouve alors ces ressources pour dépasser, pour faire autrement, pour se créer à nouveau. C'est un long chemin. Comme le dit la philosophie, et la résilience, c'est pas inconsommable. Donc ce long chemin, il engage notre lucidité, notre espoir, notre patience. Et c'est dans ce parcours qu'on apprend à briser les schémas, à briser les fatalités. Nous sommes humains et à partir du moment où on est, nous sommes soumis à cette fragilité, tous. Elle est constitutive de nos vies et plutôt qu'avoir honte de nos faiblesses ou de nos chocs, il est peut-être temps d'assumer cette fragilité. Car être fragile, c'est précisément accepter que les autres puissent prendre soin de nous. C'est réinstaurer l'indispensable besoin de relais social. C'est croire surtout en la possibilité qu'on puisse se réparer. Certains chocs déchirent et méritent plus qu'une résilience, une lente résilience. Ouais, le temps. D'ailleurs, j'aimerais vous parler de... Ça évoque la technique du kintsugi. Alors, il y en a peut-être pas mal d'entre vous qui connaissent le kintsugi. Ahmed, merci. Les bols, vous connaissez?
Donc c'était au Japon à la fin du XVe siècle, c'est très ancien. Hein. La légende raconte que le dirigeant avait cassé son vol préféré et l'aurait envoyé en réparation en Chine. Et en fait, le résultat ne lui a pas convenu, c'était pas à la hauteur de ses espérances, parce qu'ils avaient mis des agrafes métalliques, enfin bref, c'était moche, il n'y avait plus de charme à cet objet qu'il adorait. Donc il a ordonné à ses artisans de trouver une meilleure solution pour rendre cet objet aussi beau que possible. Ils ont travaillé, et ils ont trouvé cette méthode de réparation élégante qui utilise de la laque saupoudrée d'or. Donc en fait, si on réfléchit à ça, au lieu de cacher la fêlure, de la faire disparaître, les artisans prennent soin de l'objet en rendant apparent son ou ses défauts. Peut-être que ça peut nous inspirer, ça. Peut-être que c'est ce chemin qu'il nous faut adopter pour faire de la résilience autre chose qu'une exigence insensée dont tu as parlé tout à l'heure. C'est une école de la lenteur. On a envie vite de recouvrir les cicatrices de lac doré pour voir émerger l'objet dans toute sa splendeur, tu vois. Mais c'est un art, et cet art nous rappelle que le chemin qui compte, c'est ça qui compte, c'est pas la destination, c'est le chemin. Et ce chemin, il s'emprunte pas seul. J'aime bien tes bols, c'est sympa. Bien, ouais. J'aime bien. Vous avez assez de force avec vos imperfections pour faire quelque chose. Faites avec ce que vous êtes plutôt que d'essayer quelque chose avec ce que vous n'êtes pas. On n'a pas préparé ça, hein, mais vous auriez une histoire à nous raconter de ce qui se passe dans les pactes parfois, de cet ordre-là? Il y a une jolie orfèvrerie qui s'est faite. Sûrement. Sûrement. Alors, moi, ça ne me vient pas là comme ça. C'est vraiment pas préparé pour le coup. Une histoire précise, mais ce dont on a touché, en fait, oui, c'est des changements. C'est un retour à soi. Alors, retour à soi, parfois, c'est découverte de soi, en fait, plus que retour. Et puis, dans toutes les dimensions de l'être. Je crois que tu as beaucoup insisté sur ça aujourd'hui. Centré sur la personne, dans tous ses aspects, dans toutes ses dimensions. Ça t'a laissé le temps de réfléchir, si tu as une idée plus précise. J'aime bien une histoire où, voilà, après fin de pacte, tout compte fait avec deux impactés, on va manger. Et puis ils finissent par parler de ce que ça leur a laissé, et ils tombent sur la même phrase, à part qu'elle ne veut pas dire la même chose. Et ils disent, oui, moi, ça m'a fait beaucoup avancer sur l'écoute. Et l'un des deux, c'est-à-dire qu'ils finissent par dire en même temps, oui, moi, je m'écoute avant d'écouter les autres. Et l'autre dit en même temps, moi, maintenant, j'écoute les autres avant d'écouter que moi. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que chacun avait cheminé selon de là où il était parti. Et donc chacun avait mis de la laque et du doré en fonction de ses manques à lui, de ses fêlures, et ça avait été fait ensemble. Mais pour finir, on n'a jamais fait, on s'était dit qu'on ferait un petit autocollant, et justement avec ce qui te plaît, là, le côté écrit en rond, où il n'y a pas de démarrage et de fin. À part que pour le dire, je suis obligée de démarrer par une formule, mais on avait imaginé écrire... écouter l'autre pour s'écouter soi, pour écouter l'autre pour s'écouter soi, pour écouter l'autre pour s'écouter soi. Et où du coup, sur le dessin, on n'aurait pas pu voir d'où ça démarrait. Mais il y en a certainement plein des anecdotes de pacte. Il y a une authentique, là, un pacte qui s'appelait Les Authentiques, où une dame dit, elle a 75 ans quand elle le dit,
je suis désolée de voir des jeunes dans notre groupe, et en même temps, je trouve que c'est super qu'elles aient la chance d'apprendre tout ça à cet âge-là. Et bien sûr, il n'y a que quelqu'un qui est malade qui peut le dire. Moi, je ne peux pas dire à quelqu'un, vous avez bien de la chance d'avoir un cancer en étant jeune. Mais elle peut. Et ça m'a marqué, c'est vrai. Oui. Moi, je vais raconter une histoire aussi, parce qu'elle m'a marqué profondément. Donc, quand je suis... Je savais qu'il voulait Eh parler oui. de cette histoire. Je le savais. En fait, Je il me suis voulait demandé caser si son j'allais- histoire, quoi. Et D'accord. peut-être que vous l'avez déjà lu, entendu. Mais bon, elle m'a tellement marqué que je pense que pour ceux qui ne la connaissent pas, parce que c'est ma rencontre avec David Spiegel à Stanford, enfin pas à Stanford, à Paris, quand il est venu faire un séminaire et qui m'a convaincu qu'il fallait que j'y aille là-bas. Et dans ce séminaire d'un week-end, il nous présente tout ce qui se passe pour les gens atteints de cancer, mais il nous montre une vidéo d'un travail qu'il a fait avec un patient qui n'avait pas un cancer. Il avait perdu son fils au Vietnam sous une bombe, sous ses yeux. Et il était en hôpital psychiatrique depuis. Donc 10 ans d'hôpital psychiatrique. Et David raconte comment il le prend en main à travers l'hypnose. Et il le fait cheminer plusieurs mois. C'était un travail qui a duré au moins 1 an, je crois, de préparation pour arriver à l'étape finale. Et il nous montre la vidéo. Et elle m'a marqué pour toujours, parce que je crois qu'elle intègre tout ce que vous avez raconté là. C'est-à-dire que quand il revit la scène, il voit tout d'un coup son fils mourir sous ses yeux, et il dit tout d'un coup, mais il est trop loin. Je ne peux pas le sauver. Et là, il avait été dans le fantasme. Quand il a vu, il voit, il comprend qu'en revivant la scène, quand il voit son fils sous ses yeux, qui est trop loin, il aurait aimé pouvoir le sauver. Et il y avait une impuissance tellement absolue qu'il a fait tout de suite une transformation en « j'aurais pu faire quelque chose et je ne l'ai pas fait ». Et vivre avec l'idée d'avoir laissé son fils mourir était juste insupportable. Et il perdait la raison. Et de revivre cela et de voir que non, il ne pouvait rien faire. C'était terrible. Mais là, la souffrance, la douleur, la tristesse, oui, mais pas l'impuissance. Plus l'impuissance et la culpabilité. Enfin, l'impuissance, oui, mais pas la culpabilité. Et là, il est sorti de l'hôpital psychiatrique. Cette histoire, elle paraît édifiante et du coup, on a l'impression, enfin, elle est très forte, et du coup, mais des fois, elle se dit, on dit, mais en quoi ça peut nous servir ? Je vous ai parlé de ce moment où les représentations de quand on est petit, donc où on se veut fort, intelligent, c'est j'aurais pu faire quelque chose. Plus les autres représentations, plus les valeurs qui, puisque j'aurais pu faire quelque chose, qui était faux, ça veut dire que j'aurais dû le faire. Vous voyez ce moment où du coup il y a trop de puissance. Et le fait de travailler ça, ça remet les choses à leur place, à repérer ce qu'on peut faire. Voilà, sortir des reproches pour agir. Et vraiment, nous, quand on en parle, c'est des théories psy, des fois on ne sait pas comment les attraper. L'histoire de Jean Loup, ça vient aider à illustrer ça, mais vraiment repérer qu'on fait tous ça. On fait tous ça. Confondre ce qu'on peut faire, confondre ce qui est entre nos mains et ce qui n'est pas entre nos mains. Et très souvent, on passe beaucoup de temps à se reprocher de ne pas faire ce qui n'est pas entre nos mains. Et des fois, on passe peu de temps à faire ce qu'on pourrait faire. Et ça, c'est dommage. Merci beaucoup. Si j'ai répondu présente à cette invitation, c'était pour ma part en conformité avec l'engagement et l'implication que j'ai au Centre Ressources depuis une dizaine d'années. Puis aussi, oui, c'était intéressant de travailler sur ce thème de la culpabilité vers la résilience et de travailler avec Laetitia sur ce projet-là. Pour essayer sous cette forme de dialogue dynamique, parfois même avec un ton léger, de faire passer des idées pas toujours faciles à communiquer, on va dire,
sur un thème complexe et dont on entend parler tout le temps à Ressources, effectivement. Et voilà, c'était très chouette de partager cette expérience avec toi, Letty, ce matin. Ben, j'ai répondu à l'appel de Jean-Loup parce que oui, il y a une volonté de transmettre, même si c'est pas facile pour ni Chantal ni moi. On n'aime pas être en public, mais oui, il y a une volonté de transmettre. Ça fait plaisir d'être à deux, parce qu'on se voit, on fait que se croiser, donc c'était l'occasion de se parler un peu plus. C'est pas un sujet que j'aurais choisi, mais tout compte fait, c'était très intéressant de l'approfondir. Et puis voilà, je pense qu'on avait vraiment toutes les deux la volonté de le sortir de la théorie, de le sortir des clichés aussi, voilà, et d'en faire quelque chose de compréhensible, voilà. Et de vivant.